Cette courte capsule narrée est réalisée dans le cadre du cours Neurosciences 2 à l'Université Laval. Cette vidéo est un travail étudiant ne constituant pas de conseils médicaux ni professionnels. De plus, la vidéo ne contient pas de contenu tiré de sources protégées par le droit d'auteur. Dans cette capsule narrée, nous aborderons le syndrome de verrouillage. Imaginez-vous être prisonnier de votre propre corps, c'est-à-dire ne plus pouvoir bouger ni parler, mais de pouvoir tout entendre et tout voir. C'est ce que les gens atteints du syndrome de verrouillage ou Locked-in Syndrome vivent quotidiennement. Le terme Locked-in Syndrome correspond à une paralysie complète de tous les membres et des nerfs crâniens inférieurs. L'état neurologique d'une personne atteinte peut nous faire penser qu'elle est plongée dans un coma profond. Le syndrome d'enfermement est appelé de différentes façons telles que disconnexion cérébro-médulo-spinale, syndrome protubérantiel ventral, état de désinfération, pseudo-coma et syndrome de verrouillage. Cette condition consiste en une paralysie presque complète. La conscience et la fonction cognitive sont les deux aspects qui ne sont pas affectés par le syndrome de verrouillage. Les personnes atteintes ne peuvent pas s'exprimer à l'aide du visage. Elles ne peuvent pas bouger car elles présentent une quadriplégie qui les empêche de bouger leurs quatre membres. Elles ne peuvent ni parler ni communiquer toutes seules à cause d'une paralysie de la langue et du pharynx. Mais elles sont en mesure de bouger les yeux et de les cligner. Le syndrome de verrouillage est causé par une lésion à la partie intermédiaire du tronc cérébral, soit dans la partie ventrale du pont. Une lésion de la partie ventrale du pont empêche la personne d'effectuer des mouvements volontaires excluant ceux des yeux. De plus, ces personnes conservent leur sensibilité tactile grâce à la conservation des voies spinothalamiques dorsales. Par contre, elles ne peuvent pas réagir à ces stimuli sensoriels. Les mouvements réflexes de la personne sont préservés car il n'y a pas d'atteinte à la moelle épinière, tel que vu dans nos cours de neurosciences, puisqu'il n'y a pas de modulation des motoneurones inférieurs par les motoneurones supérieurs. Un clonus est possible chez la personne atteinte. Le syndrome de verrouillage est dans la plupart du temps causé par un accident vasculaire cérébral, soit un AVC. Un AVC est dû à l'obstruction ou à la rupture d'une artère cérébrale provoquant la mort d'une partie du tissu cérébral à cause de la perte de l'approvisionnement sanguin. Par contre, seulement une petite partie des personnes ayant fait un AVC seront victimes de ce syndrome. Le syndrome de verrouillage peut aussi être causé dans de rares cas par un cancer touchant la partie centrale du tronc cérébral ou la zone qui l'entoure. Il peut également être causé par une infection ou un traumatisme crânien. Il y a aussi l'effet de certaines substances toxiques qui peuvent être en cause, telles que les insecticides, ainsi qu'une surconsommation d'opioïdes tels que le diazépam, l'héroïne et le valproate. Dans de rares cas, ce syndrome peut aussi être causé par une paralysie complète des nerfs et des muscles périphériques. Cela peut être induit par un syndrome de Guillain-Barré, dans lequel le système immunitaire du patient attaque les nerfs périphériques. Ce syndrome est la forme la plus fréquente de neuropathie inflammatoire. Voici les différents symptômes du syndrome de verrouillage. Les personnes atteintes du syndrome de verrouillage ne peuvent pas, dans la plupart des cas, consciemment ou volontairement, mâcher, avaler, respirer, parler ou produire des mouvements autres que ceux qui impliquent les yeux ou les paupières. Certaines personnes atteintes peuvent déplacer leurs yeux de haut en bas, mais pas d'un côté à l'autre. Les personnes touchées par ce syndrome sont alitées et dépendent entièrement des autres. Malgré la paralysie physique, la fonction cognitive n'est pas affectée. De plus, les personnes atteintes sont pleinement conscientes de l'environnement qui les entoure. Ces personnes peuvent entendre, voir et ont même des cycles veille-sommeil préservés. Les personnes affectées peuvent communiquer par des mouvements intentionnels de leurs yeux ou des clignements, ou même les deux. Ils sont aussi dans la possibilité de comprendre les personnes qui leur parlent. Les individus atteints du syndrome de verrouillage sont souvent initialement dans le coma avant de reprendre progressivement conscience, mais restent paralysés et incapables de parler pour le reste de leurs jours dans les pires cas. Puisque le syndrome de verrouillage peut être confondu avec un état de coma, il est important d'évaluer la fonction des yeux et la communication dès l'examen initial. Le syndrome de verrouillage comporte 3 classes. Premièrement, le syndrome de verrouillage classique, où le patient est complètement immobile, mais possède un léger mouvement des yeux vertical et la capacité de cligner des yeux. Le deuxième stade est le stade incomplet. Il correspond au cas où le patient est en mesure de faire certains mouvements volontaires, ainsi que des mouvements des yeux au-delà des mouvements conjugués vers le haut. Donc, lorsqu'il y a une amélioration du stade classique, cela mène au stade incomplet. Finalement, le dernier stade correspond au stade total où l'on retrouve une immobilité complète incluant les mouvements des yeux et la capacité à rester conscient. C'est celui-ci qui est le plus souvent difficile à différencier du coma. Généralement, le pronostic du syndrome de verrouillage est très sombre. Par contre, le pronostic dépend de la cause et de sa gravité. Plus la cause est importante, moins le pronostic sera favorable. Nous allons vous présenter 2 cas différents pour mieux illustrer cet énoncé.
Madame Gérard a eu un AVC sévère. Celle-ci est complètement paralysée, mis à part les muscles qui contrôlent le mouvement de ses yeux. Comme elle a de la difficulté à respirer et à manger, elle nécessitera des soins infirmiers à temps plein. Son processus de récupération sera très complexe. Heureusement, avec beaucoup de temps et de réadaptation, elle pourrait récupérer complètement ou suffisamment pour manger et parler toute seule. Ce pronostic est, dans ce cas, favorable. Dans le cas de M. Quentin, le syndrome de Guillain-Barré en est la cause. Ce syndrome, qui a été expliqué au début de la vidéo, est une condition très sévère ayant un pronostic moins bon qu'un AVC. En fait, l'état de M. Quentin prendra beaucoup plus de temps pour s'améliorer, voire des mois, que Mme Gérard. De plus, les chances qu'il récupère complètement sont très rares. Généralement, le pronostic n'est pas très bon chez les gens ayant une neuropathie inflammatoire acquise ou un cancer du cerveau avancé, car la mort est souvent inévitable. Comme on peut le constater, moins la cause est importante, plus le pronostic est favorable. Concernant les traitements, il n'existe pas de remède sous forme de médicaments permettant à une personne de retrouver sa condition antérieure. Cependant, il y a des mesures de prévention et des soins à long terme qui peuvent contribuer au rétablissement. Un traitement précoce est très important et implique de corriger toute condition qui peut contribuer au syndrome le plus tôt possible. Reprenons les histoires de cas précédentes pour survoler les différentes façons de prendre en charge le syndrome de verrouillage. Pour l'exemple de Mme Gérard ayant eu un AVC et le cas de M. Quentin ayant le syndrome de Guillain-Barré, les soins de confort et un bon soutien alimentaire seront privilégiés tous les deux. Si les deux ont des difficultés à respirer, ils peuvent avoir besoin d'une assistance respiratoire comme une ventilation mécanique. Comme ceux-ci ne peuvent manger seuls, ils seront alimentés par une sonde introduite par le nez jusqu'à l'estomac ou introduite directement dans l'estomac. Les deux peuvent consulter un orthophoniste qui les aideront à communiquer à l'aide des mouvements oculaires et des clignements. Par contre, ces moyens sont très fatigants et lents. Madame et monsieur pourront utiliser des méthodes qui impliquent de relier au cuir chevelu des électrodes pouvant détecter les signaux électriques du cerveau. Ensuite, ces signaux seront envoyés à un ordinateur qui, par la suite, pourront être utilisés pour déplacer des curseurs sur un écran et produire un langage informatisé. Pour augmenter leur indépendance, l'utilisation de fauteuils roulants motorisés leur permettra de se déplacer seuls. Concernant les soins physiques, les physiothérapeutes et les kinésithérapeutes peuvent mobiliser les différentes articulations pour prévenir les faiblesses musculaires et les lésions nerveuses. De plus, le manque de mouvement augmente les chances de développer des caillots sanguins. Afin de prévenir cela, on peut prescrire des médicaments anticoagulants, par exemple. Mais qu'est-ce que l'ergothérapie? Le rôle de l'ergothérapeute consiste à favoriser la santé physique et le bien-être de ses clients par le biais des occupations. Ainsi, l'ergothérapie est un domaine qui fait le lien entre la santé physique et l'activité humaine. C'est en faisant des liens avec le client, son environnement et ses différentes occupations que ce professionnel établit un plan d'intervention dans le but de maintenir, restaurer les capacités physiques ou adapter et compenser l'environnement dans lequel les occupations ont lieu. En ce qui a trait au rôle de l'ergothérapie dans la réadaptation d'une personne atteinte du syndrome de verrouillage, l'ergothérapeute peut apporter beaucoup au niveau de la prise en soin, notamment par sa vision holistique du patient, la prise en compte de ses habitudes de vie, de ses centres d'intérêt ainsi que de ses priorités. Pour commencer, l'ergothérapeute est un professionnel important à avoir dans l'équipe puisqu'il permet de supporter le client et ses proches dans cette difficile épreuve. En utilisant différentes techniques thérapeutiques comme le mode relationnel empathique pour permettre au client de surmonter cette épreuve. Également, l'ergothérapeute travaille fortement à prévenir ou diminuer les risques cutanés, comme les plaies de pression, en s'assurant du bon positionnement du patient, que ce soit au lit ou à la chaise. Enfin, puisque ce traumatisme vient engendrer un déséquilibre important au niveau de la participation et de la performance occupationnelle du patient, l'ergothérapeute vient jouer un rôle important au niveau du rétablissement occupationnel par le concept de l'instauration du projet de vie. En effet, le professionnel s'assure de l'adéquation des liens entre la personne, ses intérêts antérieurs, ses capacités résiduelles et le projet de vie. En conclusion, le syndrome de verrouillage survient à la suite d'un accident vasculaire cérébral et entraîne un traumatisme important au niveau des capacités physiques. Effectivement, les personnes atteintes de ce syndrome se retrouvent emprisonnées dans leur corps et peuvent seulement interagir avec le monde extérieur à l'aide des mouvements oculaires. Cette condition engendre souvent chez la personne atteinte un grand sentiment de détresse. Toutefois, à l'aide d'une équipe interdisciplinaire composée de médecins, d'orthophonistes, d'infirmiers, de physiothérapeutes, de kinésithérapeutes et d'ergothérapeutes, ces individus réussissent à retrouver une qualité de vie.
Bien que cette condition est méconnue du grand public, il existe différents organismes offrant des services chez ce groupe de personnes. Par exemple, l'organisme Benoît Duchesne permet aux victimes du syndrome de retourner vivre dans leur milieu familial en offrant un support financier permettant l'adaptation de l'environnement physique de la maison et les soins nécessaires à domicile. Merci pour votre écoute.